Ouverture ce 15 septembre 2023 de la session budgétaire au Parlement. Il s'agit de la toute dernière de cette troisième législature, mais certains élus bloqués dans leurs fiefs respectifs peinent à rejoindre l'hémicycle faute d'avion. Le volume 2 du livre blanc a été rendu public par le gouvernement de la République. Il retrace l'impact et les conséquences de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le Rwanda et son M23 ont détruit plus de 300 écoles et privé 1,5 million de citoyens d'enrôlement. Et puis des voix ne cessent de se lever pour exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi dénonce une arrestation arbitraire. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. C'est la toute dernière session budgétaire de la troisième législature. Députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce 15 septembre conformément à la Constitution et au règlement intérieur. Une session de tous les enjeux qui s'ouvre à 2 mois et demi du lancement de la campagne électorale pour les élections de décembre. C'est la rentrée parlementaire à l'hémicycle du Palais du Peuple pour l'ouverture de la session budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution qui stipule que l'Assemblée nationale et le Sénat tiennent de plein droit chaque année 2 sessions ordinaires. La première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin et la deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Parmi les matières prioritaires figurent d'abord la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2024 et la loi des redditions des comptes pour l'exercice budgétaire passé. Le projet du budget 2024 déjà adopté au niveau du gouvernement devra être déposé incessamment au bureau de l'Assemblée nationale afin de se conformer aux dispositions de l'article 83 de la loi des finances 2021. En dehors du budget 2024, d'autres questions ou matières liées à la vie nationale seront probablement abordées. Il s'agira de la question de l'Est avec les statu quo observés dans les initiatives diplomatiques régionales pour régler la crise dans cette partie du pays. La situation socio-économique avec la dépréciation de la monnaie nationale et tant d'autres. Il faut préciser que c'est la dernière session parlementaire de cette troisième législature née à la suite des élections de décembre 2018. Cette session parlementaire coïncide avec les difficultés de transport aérien. Congo Airways, la seule compagnie nationale, a cessé de fonctionner faute d'avion. CAA, la compagnie privée, n'arrive pas à desservir tous les passagers. Les élus nationaux sont bloqués dans leurs fiefs électoraux, n'arrivent pas à atteindre la capitale à temps. Le quorum sera-t-il atteint? L'on en saura un peu plus dans les jours qui suivent. Il faut préciser que cette session coïncide aussi également avec la réception des candidatures pour l'élection présidentielle prévue au mois de décembre de l'année en cours, mais aussi dans un contexte politique tendu entre le pouvoir et l'opposition. Le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, et la ministre d'État, garde des Sceaux et ministre de la Justice, Rose Mutombo, ont présenté officiellement le volume 2 du livre blanc sur la tragédie humanitaire et dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de son agression continue par le Rwanda. Un document qui a présenté les preuves irréfutables des activités criminelles pilotées par l'armée rwandaise avec le M23. Avant de faire les bilans, les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, donne l'importance du livre blanc. Ce livre blanc, non seulement de démontrer les crimes qui sont commis, mais de susciter aussi le réveil au sein de compatriotes, parce que ça fait 30 ans que ça dure. Résumant le volume 2 du livre blanc, en 8 chapitres, les ministres de la Communication et Médias est revenu notamment sur la tragédie humanitaire et les dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de cette agression continue et qui satisfait au plan bien connu du Rwanda, celui de maintenir dans cette partie du pays l'instabilité pour poursuivre son œuvre des pillages entamée depuis plusieurs années. Patrick Mouyaya a précisé que cette guerre a causé environ 2,3 millions de déplacés et la déforestation ne fait que s'accroître. En outre, les ministres de la Communication et porte-parole du gouvernement insistent sur le fait que plus de 200 000 enfants ne bénéficient plus de la scolarité dans cette partie du pays.
Les dommages causés par les rebelles du M23 dans la partie est de la RDC ont également affecté les processus électoraux. La population de cette partie du pays ne s'est pas encore enrôlée alors qu'elle est censée participer activement aux élections de 2023. De plus, les candidats aux législatives de cette partie du pays n'ont pas encore déposé leur candidature à la CENI. Saluant les prises de position de l'Union européenne et de Washington qui ont sanctionné les officiers rwandais face à ces crimes, le ministre de la Communication et Médias a appelé l'opinion tant nationale qu'internationale à lire les présents numéros du livre blanc qui complètent les précédents dans les soucis de s'apercevoir de la véracité des faits sur la crise en cours sur le territoire congolais et de s'affranchir des mensonges distillés par une certaine propagande à ces sujets. En dépit de ces tableaux funestres et macabres, le gouvernement congolais s'engage conformément à la ligne définie par le président de la République dans les différents processus qui malheureusement butent par la mauvaise foi du Rwanda. Et puis le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mbusa Nyamwisi, attire continuellement l'attention des grands noms et des grandes puissances pour retrouver la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce jeudi, il a échangé avec le représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Wang Xiang. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des consultations que mène ce diplomate après la dernière réunion de la quadripartite CEEAC, CIRGL, EAC et SADC tenue à Luanda. Les deux personnalités ont évoqué lors de leurs échanges les questions sur la dynamique intervenue pour la prorogation du mandat de la force de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, de 3 mois jusqu'au 8 décembre 2023 et la position du gouvernement congolais au sujet des terroristes du M23 présents sur le sol congolais depuis près d'une année. Selon Wang Xiang, les Nations Unies soutiennent les initiatives de paix régionales, à savoir le processus de Luanda qui vise le rétablissement d'une relation apaisée entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et le processus de Nairobi qui combine les consultations politiques et les efforts militaires. C'est encore une mission d'écoute pour avoir la lecture des différentes autorités congolaises sur les dynamiques actuelles qui marquent la situation dans la région des Grands Lacs. Je pense que le ministre m'a donné beaucoup de réflexions. Ces réflexions contribueraient à détendre la situation actuelle, qui est une situation très tendue. Je pense que c'est dans une situation apaisée. Mbusa Nyamwisi reste ferme sur la position de la République démocratique du Congo. Lors de ces échanges, le ministre de l'intégration régionale a réitéré l'engagement de son pays à œuvrer pour stabiliser la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Ce qui implique impérativement le désarmement du M23 RDF et de tous les étrangers qui opèrent dans cette partie, conformément aux décisions prises lors des différentes rencontres des organisations régionales. Un tel processus n'implique aucun préalable. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale a à l'occasion rappelé à son hôte le schéma tracé, surtout du précantonnement des rebelles du M23. Des voix ne cessent de se lever pour exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera, incarcéré depuis hier à la prison centrale de Makala. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a dans un communiqué officiel dénoncé une arrestation arbitraire. Le parti de Moïse Katumbi exige sa libération immédiate. Depuis son arrestation le 8 septembre 2023 à Kinshasa, à l'aéroport de Njili, et son transfert hier jeudi, dans l'après-midi à la prison de Makala, les réactions fusent de tous bords, associant sa voix à celle de tous ceux qui ont condamné l'arrestation et la détention du journaliste Stanis Boujakera. Le parti politique d'opposition Ensemble pour la République est monté au créneau pour, à son tour, dénoncer la situation controversée derrière l'arrestation injustifiée selon le parti de Stanis Boujakera. Dans son communiqué signé et rendu public hier jeudi 14 septembre, le parti de Moïse Katumbi condamne avec fermeté cette arrestation dite arbitraire en exigeant sa libération sans condition et appelle également le peuple congolais à la solidarité face à cette situation ambiguë qui consiste à essayer de réduire au silence la voix de médias indépendants.
Les correspondants du magazine Jeune Afrique et Reuters en RDC et directeur des publications adjoints du média en ligne. Actualité.cd, Stanis Boujakera a été placé sous mandat d'arrêt provisoire pour propagation des faux bruits et diffusion de fausses informations en lien avec un article de Jeune Afrique qu'il n'a même pas signé en son nom portant sur l'assassinat du député de l'opposition Cheriban Okende, traité sur base d'un rapport qui serait attribué à l'Agence nationale de renseignement qui accuse les renseignements militaires, un rapport que le gouvernement congolais qualifie de faux jusqu'à présent. Après leur nomination par ordonnance présidentielle le 28 août dernier, c'est ce jeudi qu'a eu lieu la cérémonie de prestation de serment des hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État. Ces heureux promus ont prêté serment devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. C'est une cérémonie solennelle qui a duré près de 3 heures. Tour à tour, les hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont prêté serment devant le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi, avant la signature du procès verbal de prestation de serment en présence de plusieurs autorités, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, le Premier ministre ainsi que la ministre de la Justice. On a senti un vent nouveau au niveau de la magistrature. Nous disons grandement merci au chef de l'État, mais également au président du Conseil supérieur de la magistrature, le président Kamuleta, ainsi que toute son équipe, qui ont bien voulu en tout cas donner un sang nouveau à notre corps judiciaire. C'est le peuple tout entier qui attend une bonne justice. Il y a peu, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé que la justice fonde sa gouvernance sous le signe de l'État de droit. Au mois d'août dernier, le président de la République a procédé au réaménagement de l'appareil judiciaire. Plusieurs magistrats ont été révoqués, mis à la retraite, promus et d'autres ont fait l'objet des démissions d'office. Et puis en bref et en images, en vue de renforcer la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Israël, le président Tshisekedi s'est entretenu jeudi au Palais de la Nation avec l'ambassadeur israélien Shimon Salomon. L'Israël souhaite partager avec la République démocratique du Congo ses expériences dans le domaine de l'agriculture moderne. L'ambassadeur israélien a insisté également sur la possible installation de quelques compagnies israéliennes en RDC. En bref, également, ouverture ce vendredi de la 7e édition de Les deux personnalités ont évoqué... En bref, également, ouverture ce vendredi de la 7e édition de la grande rentrée littéraire de Kinshasa. Cet événement qui se veut un tremplin pour faire briller davantage la littérature congolaise a été initié dans le but de promouvoir les œuvres des auteurs de la RDC, populariser et démocratiser l'accès exclusif à tous les livres. Au cours d'un point de presse, mercredi 13 septembre, le responsable de la bibliothèque du centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa et coordonnateur de cet événement, Richard Ali, a fait savoir que la visée de cette 7e édition est de rapprocher davantage la population de la littérature. Et puis l'ambassadeur français à Niamey a 48 heures pour quitter le pays. C'est l'ultimatum qui lui a été lancé par les autorités militaires dans un contexte où les relations entre le Niger et la France se refroidissent. On voit cela dans cet élément. L'ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a été sommé par les militaires au pouvoir de quitter le Niger dans un délai de 48 heures. Un ultimatum lancé le 27 août auquel la France a refusé de se conformer, incitant son représentant à ne pas quitter le sol nigérien, rejetant catégoriquement les dictats d'un pouvoir qu'il juge illégitime pour fonder une telle requête. Les diplomates français ne jouent plus des privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade de France. Ses cartes diplomatiques et visas ainsi que ceux de membres de sa famille sont annulés
C'est ce qui ressort de la lettre du pouvoir militaire au Niger à l'adresse du ministère français des Affaires étrangères. Les autorités militaires nigériennes campent sur leur position, brandissant la menace que les services de police sont instruits afin de procéder à l'expulsion du représentant de Paris à Niamey, exigeant également le départ des 1500 soldats tricolores du pays. La France s'est dit attachée à la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger et affiche son intransigeance face à ce qu'elle appelle provocation et intimidation des militaires nigériens. Une position qui diverge avec celle des Américains qui préfèrent jouer sur ces derniers points la carte de l'apaisement et du dialogue avec les nouveaux pouvoirs en place. Dans une déclaration aux médias, le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pierre Godilière, a prévenu que les forces militaires françaises sont prêtes à répondre à tout regain de tensions qui porterait atteinte aux emprises militaires et diplomatiques françaises au Niger et que des dispositions ont été prises pour protéger ces emprises. En Libye, 4 jours après les inondations qui ont dévasté Derna en entraînant des quartiers entiers dans la mer, les secouristes ont annoncé tôt ce matin que 510 personnes ont été retrouvées vivantes sous les décombres du centre-ville, une information confirmée par la responsable d'une ONG de secours. Plus de 500 personnes ont été retrouvées vivantes dans les décombres de la ville de Derna, dans l'est de la Libye, frappée par des inondations dévastatrices. Annonce faite par le sous-secrétaire du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale, qui indique que les opérations de sauvetage et de récupération de corps se poursuivent en soulignant que cela prendra du temps compte tenu des milliers de personnes qui sont toujours portées disparues dans de nombreuses zones touchées par les inondations. Plusieurs régions nécessitent une intervention urgente, raison pour laquelle les opérations de sauvetage des équipes médicales, de l'aide et des équipes de secours sont focalisées sur ces zones. Les autorités de l'Est de la Libye, jeudi dans la ville de Benghazi, ont approuvé un budget de près de 2 milliards de dollars pour aider les zones touchées par les inondations, alors que le nombre de morts atteint les 11 000, un bilan toujours provisoire. Le Parlement a également annoncé la formation d'un comité chargé de suivi de mesures à prendre pour faire face aux conséquences des inondations. Pour rappel, dimanche dernier, l'ouragan Daniel a balayé plusieurs régions de l'est de la Libye. Derna, située au nord de la Libye, au bord de la Méditerranée, est divisée en 2 parties par l'Oued. Derna, dont le niveau a augmenté considérablement à cause de la tempête Daniel, ce qui a conduit à l'effondrement de 2 barrages de la ville et provoqué des inondations meurtrières. En sport football interclub de la CAF, les 2 clubs congolais prestent ce week-end en déplacement pour le compte du 2e tour. Lupopo est arrivé en Afrique du Sud pour jouer Sékou Kouné United ce samedi en Coupe de la Confédération et dimanche en Ligue des Champions. Mazembe sera reçu par Big Boulet de la Namibie. C'est un week-end fourni sur les continents avec ce match du 2e tour des interclubs de la CAF. Après l'élimination de l'AS Vita Club en Ligue des Champions au premier tour, seuls Mazembe et Lupopo sont restés en lice pour défendre les couleurs du pays en Afrique. Mazembe en Ligue des Champions est installé depuis ce jeudi soir au Capital Sandbank Hotel, hommage de la rencontre du dimanche 17 septembre à 14h face au Big Bullet de la Namibie. À son arrivée, c'est un accueil chaleureux lui réservé par ses supporters de Namibie. Le coach de Lamine Diaye a composé un noyau de 22 joueurs, dont 3 gardiens pour cette mission de Lilongwe. Dans la capitale malawite, les Corbeaux auront 2 séances de mise au point ce vendredi à 15h et samedi, veille du match, au stade national des Bingo, à l'heure du coup d'envoi. Exempté du premier tour, Mazembe tient un résultat honorable avant de jouer la manche retour à la maison pour espérer une qualification en phase de groupe. En Coupe de la Confédération, en prévision du match aller du 2e tour préliminaire, les FC Santoula Lupopo s'est envolé pour l'Afrique du Sud où il va affronter Sékou Kouné United ce samedi. C'est une délégation forte composée de 40 personnes, dont 25 joueurs, qui est arrivée ce jeudi à Polokwane, dans la province de Limpopo, où va se dérouler la rencontre.
Les cheminots de Lubumbashi joueront ce samedi au Peter Mokaba Stadium, le Sud-Africain des Sekhukhune United. Objectif, faire un résultat positif à l'extérieur avant la manche retour hit-home. On n'est pas ici pour faire le tourisme, on est là pour repartir avec un bon résultat. L'objectif est clair, cette année on veut aller plus loin dans cette compétition. Ramener un bon résultat à l'extérieur, une mission difficile pour le club congolais, mais pas impossible. Toujours en sport, cette fois pour terminer, V Club commence à retrouver ses esprits dans cette édition du championnat de la Vodacom Premier League hier grâce au but de Kamanga à la 2e minute et Norberto Kiatoula à la 47e. Les Moscovites de la capitale ont pu empocher 3 précieux points face aux Aigles du Congo au stade de Tata Raphaël, motif de satisfaction pour Raoul Chungu, coach de l'AS Vita Club. Suivant. Un match difficile, certes, avec l'absence de 6 joueurs titulaires en infirmerie, ça n'a pas été facile. Si, les 3 points, c'est important pour un début, surtout qu'on a fait un faux pas lors de la première journée. J'ai dit d'abord, il y a l'absence de 6 joueurs titulaires, donc c'est une équipe qu'on a monté l'équipe qu'il fallait le faire. Et les déchets techniques, c'est normal. Avec les jeunes gens, des fois, les autres n'ont jamais joué ensemble, les uns, c'est la première fois. Je crois en travaillant et quand on aura tous nos titulaires, je crois qu'on va minimiser les déchets. Oui, le petit Apataki, je crois qu'il a bien joué. C'est un jeune à encourager, surtout s'agissant encore d'un Congolais. Je crois qu'il a tapé les tout enregistrés. Tu sais, on a une équipe en reconstruction. Le plus important, c'est avoir tous les joueurs ensemble. Plus on joue, plus on découvre les erreurs, on découvre certains joueurs. Si les entraînements seuls ne suffisent. Je crois petit à petit, une chose est certaine, on va jouer les preuves, ça c'est sûr. On va prendre les rappels des titres à présent. Ouverture ce 15 septembre 2023 de la session budgétaire au Parlement. Il s'agit de la toute dernière de cette 3e législature, mais certains élus bloqués dans leurs fiefs respectifs peinent à rejoindre l'hémicycle faute d'avion. Le volume 2 du livre blanc a été rendu public par le gouvernement de la République. Il retrace l'impact et les conséquences de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Le Rwanda et son M23 ont détruit plus de 300 écoles et privé 1,5 million de citoyens d'enrôlement. Et puis des voix ne cessent de se lever pour exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a dénoncé une arrestation arbitraire. On va prendre à présent la revue de presse. Place à présent à la revue de presse et c'est avec Madame Jenny Kayembe Moussobola à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, bonjour à tous. Alors, 3 sujets que vous avez retenus. Le tout premier, plus de 60 hauts magistrats nouvellement nommés ont prêté serment ce jeudi. Effectivement, ces hauts magistrats nommés mi-août dernier ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées, renseigne le quotidien.net. À ces sujets, Christian, nous avons fait un tour sur Twitter pour voir des réactions des uns et des autres. D'abord, seule la lutte qui libère qui estime que la République démocratique du Congo a besoin d'une justice indépendante et non des magistrats corrompus. Et pour Jackson Gigabé, le président de la République devrait plutôt sanctionner et limoger ces magistrats qui collaborent avec les malfrats qui terrorisent la vie des paisibles citoyens. Et le deuxième sujet que vous avez justement retenu, Félix Antoine Tshisekedi décide d'offrir aux Kinois un hôpital digne de standards internationaux.
Et oui, les travaux de construction du nouveau bâtiment de l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo, sont arrivés à leur terme. Les BECECO va bientôt livrer au gouvernement les bâtiments nouvellement construits dont il avait la charge de diriger les travaux depuis octobre 2021, rapporte Scoop RDC.net. C'est dans le cadre du programme des 145 territoires que le président de la République a décidé d'offrir aux Kinois pour leur accès facile aux soins de santé de qualité, des infrastructures responsables ayant bénéficié des financements pour tous ces ouvrages. De la première phase du programme, seul apprend Scoop RDC.net des sources du ministère du Plan chargé de superviser ce programme. Les BECECO a atteint le taux d'exécution des travaux d'au moins 80%, suivi de la CFF avec une soixantaine de pourcentages, les PNUD est à 47% avec une qualité d'ouvrage qui ne répond pas aux spécifications techniques contenues dans les cahiers des charges du gouvernement. Entre-temps, l'inspection générale des finances reste toujours au rythme de ton pied, mon pied, comme pour dire qu'elle est toujours partout pour inspecter si les partenaires n'ont pas détourné les fonds disponibilisés par le gouvernement dans l'exécution de ces travaux. L'inspection générale des finances, dans une caricature des Scoop RDC.net, affirme que sa torche doit toujours rester allumée pour éviter des zones d'ombre. Un sujet intéressant, ton pied, mon pied. Voilà. Alors, le troisième et dernier sujet que vous avez retenu, le Maroc, une semaine après le séisme, quid de la reconstruction du pays? Ce même les titres auxquels RFI a consacré toute une édition spéciale. Ce média rapporte qu'une semaine après les séismes dévastateurs qui a causé la mort de plus de 2900 personnes et près de 6000 blessés, selon un dernier bilan officiel, le mot d'ordre et la reconstruction, l'appel à l'aide reste lancé, mais pas venant de tous les pays du monde. C'est ce que nous renseigne le média congolais, mediacongo.net, séisme au Maroc. Pourquoi Rabat n'accepte pas toute l'aide étrangère? Dans ses colonnes intérieures, ce média pointe qu'en dehors de l'aide de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, du Qatar et des Émirats arabes unis, acceptée par le Maroc, mais pour les autres comme la France, l'État marocain n'est pas favorable. Le Monde.fr de son côté, dans son article paru ce matin, pointe le Maroc affiche sa souveraineté dans la sélection de l'aide internationale aux victimes du séisme. C'est ce que les médias français estiment que l'État marocain refuse de se montrer aux yeux du monde comme un ami de tous. Mais cette position n'est pas partagée par tout le monde christian. Africa News qui relaie dans son article titre Tara Ben Jelou, Maroc a été maladroit avec le Maroc, et l'écrivain franco-marocain estime qu'Emmanuel Macron a été maladroit dans sa vidéo qui fait le tour de la toile où il parlait de la triste situation du Maroc. Jenny, je vous remercie de votre présentation. Merci à vous autant, Christian. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 5. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.